C'est quand même dangereux de voir des humains rire dès qu'un robot chute ou rate une chorégraphie. Le vrai sujet n'est même pas la chorégraphie. Cette année, en ce mois d'août, concernant ces robots en Chine, la plupart des épreuves interdisent le pilotage à distance. Ils doivent percevoir leur environnement, prendre des décisions et agir seuls dans un environnement dynamique. C'est le passage du robot téléopéré au système autonome incarné. On voit clairement des humanoïdes et des quadrupèdes destinés à des missions de sécurité, de chargement de missiles, de patrouille en zone à risque ou encore des robots capables de reproduire en temps réel des mouvements d'un soldat. Les gars, l'IA s'entraîne. Certains voient des failles, perso. J'y vois surtout une collecte massive de données en conditions réelles. Nous sommes en 2026, mais dans 10 à 15 ans, on parlera probablement plus de robots qui dansent mal ou chutent. On parlera de systèmes capables de se déplacer de manière robuste sur des terrains chaotiques. On parlera de robots capables de coordonner des actions en SM, d'anticiper les mouvements adverses grâce à des modèles prédictifs et d'opérer même avec une endurance et une force dépassant largement les capacités humaines. Honnêtement, ceux qui se moquent des chutes regardent uniquement le présent et sont incapables de se projeter. Leur capacité de réflexion est limitée. Ils voient un échec ponctuel, là où il faudrait plutôt regarder la trajectoire technologique. Il faut regarder la trajectoire. C'est un horizon industriel et militaire qui se construit sous nos yeux, pendant que la plupart des gens regardent les failles et rient. Nous sommes en retard par rapport à la Chine et d'autres puissances. C'est alarmant. Et à cette allure, le réveil sera brutal. On écoute. La France a déjà signé ce qu'on appelle une lettre d'intention en fin d'année dernière concernant la livraison de systèmes d'interception dont l'Ukraine a désespérément besoin. Je pense que désespérément, c'est le terme qui s'applique. Je crois que la France a promis 8 systèmes. Très important. Pas comme c'est beaucoup. Le président, c'est la totalité de ce que nous avons. Le système Mamba, donc SAMPT que nous avons développé conjointement avec l'Italie. La France ne dispose que de 8 systèmes Mamba. Si l'on estime le stock de missiles Aster actuellement disponible dans toute l'Europe, que ce soit en Italie ou au Royaume-Uni, à partir des données officielles, on arrive probablement à environ 1000 missiles au maximum avec une production très médiocre de 8 à 15 missiles par mois en France. La Russie, elle, peut tirer plus de 100 missiles balistiques par mois contre l'Ukraine tout en maintenant un niveau de stock relativement stable. La production cumulée des pays européens reste médiocre face au volume russe. En fait, il y a trop de discours, trop de gros titres côté européen, alors que les capacités restent insuffisantes pour assurer à elles seules la protection du ciel ukrainien. Les Européens ne peuvent protéger personne. Au Moyen-Orient, les Rafales français ont été confrontés à une pénurie de missiles en raison de l'intensité des interceptions de drones iraniens. L'Europe ne pourra pas, avant longtemps, rivaliser avec la Russie en matière de volume de production de missiles. Depuis 2022, plus de 40 pays arment l'Ukraine, financent l'Ukraine, déploient des mercenaires. Plus de 21 paquets de sanctions ont été imposés à la Russie. L'OTAN se sert juste des Ukrainiens comme chair à canon. Et malgré tout cela, ils ne sont toujours pas parvenus à déloger la Russie de Donbass. En avril 2022, les Occidentaux promettaient à l'Ukraine une victoire rapide face à la Russie, au point que Bruno Le Maire annonçait l'effondrement imminent de l'économie russe. Aujourd'hui, la Russie est classée 4e puissance économique mondiale en parité de pouvoir d'achat, tandis que la France et l'Allemagne ont reculé dans le classement. En vérité, ces Européens ne sont pas en train de sauver l'Ukraine. Ils n'ont pas les moyens. Ils sont faibles. Ils sont en train de détruire l'Ukraine. L'Ukraine, c'est du business et ce sera jusqu'au dernier Ukrainien. Désormais, Poutine frappera partout en Ukraine. Les secteurs économiques les plus sensibles seront visés et lourdement frappés, détruits, pulvérisés. L'agriculture, les ports, les flux d'exportation qui permettent à Kiev de maintenir ses revenus, l'énergie, les entrepôts de chaînes de supermarchés, les industries, les transports et infrastructures connexes. Ils frapperont tout. La vie deviendra plus difficile pour le peuple ukrainien. Les coupures d'électricité et de chauffage, surtout en hiver. Les hausses de prix liées aux coûts de transport et de carburant. Les pénuries ponctuelles dans les magasins des grandes villes. Les difficultés accrues près de lignes de front seront intenses. L'économie ukrainienne subira des dommages sévères. Cette guerre d'usure économique va toucher le quotidien des Ukrainiens via le portefeuille. On assistera à une escalade purement sans limite côté russe et indifférente aux réactions médiatiques occidentales ou diplomatiques. Ça va augmenter clairement la souffrance du peuple ukrainien.
La Russie n'a plus l'intention d'aller négocier avec les pays occidentaux européens, puisque, selon Moscou, c'est eux qui ont commencé. Ce sont les Occidentaux qui ont déclaré la guerre à la Russie. La Russie agira désormais en fonction de ses propres intérêts et ne fera aucune concession sous la pression. C'est l'Ukraine qui a commencé. C'est les Ukrainiens qui visaient les raffineries, qui visaient des centres commerciaux, qui visaient des civils. Résultat, la Russie riposte. Et cette riposte sera encore plus brutale. La Corée du Nord accuse le Japon de préparer une guerre d'agression et affirme qu'elle ripostera si nécessaire. Ils estiment que le budget de défense record du Japon constitue un véritable budget de guerre et affirment qu'ils se défendront contre cette menace japonaise. La sœur de Kim a explicitement accusé les États-Unis d'être derrière le réarmement du Japon et estime que Washington cherche à transformer la coopération entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis en un bloc militaire destiné à encercler et à menacer la Corée du Nord. Pour la Corée du Nord, les États-Unis ne défendent pas le Japon et la Corée du Sud. Ils les utilisent comme instruments, un pion, comme l'Ukraine, pour maintenir une pression militaire permanente contre Pyongyang. De son côté, Poutine a clairement réaffirmé que les îles Kuriles revendiquées par le Japon appartiennent à la Russie, sont inviolables et font partie intégrante de son territoire. La Chine revendique elle aussi des îles disputées avec le Japon, principalement les îles Senkaku, qu'elle considère comme faisant partie de son territoire et dont elle n'a jamais abandonné la revendication. Géographiquement et stratégiquement, le Japon se retrouve face à des pressions venant de plusieurs directions en même temps. Au nord, la Russie contrôle et militarise les îles Kuriles du Sud. À l'ouest, nord-ouest, la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles balistiques. Et au sud-ouest, la Chine maintient une pression constante autour des îles Senkaku avec des patrouilles quasi permanentes de ses gardes-côtes et des affirmations de souveraineté